Eh ben, bonjour à tous et merci à Rodrigo Sorogoyen d'être avec nous ce matin. Je vois que vous êtes très nombreux, j'imagine, donc déjà à suivre cette rétrospective et cet hommage. Et, voilà, je pense que, enfin, nous, ça nous fait très plaisir, je pense à Rodrigo également. Voilà, l'idée c'est qu'on va avoir ce matin une conversation pour essayer un peu d'aborder à la fois son travail, son univers, peut-être ses méthodes, et voilà, ce sera une rencontre qui sera ponctuée d'extraits de ces différents films. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je vais juste un petit préambule pour rappeler un peu qui tu es, Rodrigo. T'es né à Madrid au début des années 80, pendant la Movida. Et ensuite, tu as étudié le scénario à l'ECAM, à l'école de Madrid, de cinéma. Et puis après, très vite, tu as commencé à faire des films, co-réalisé un film Ocho Citas en 2008. Après, tu as travaillé pas mal pour des séries télévisées, avant de réaliser le film, celui qu'on a présenté hier, Stockholm, qui est déjà un film qui est primé au Festival de Malaga. C'est un petit qui te révèle. Et ensuite s'enchaîne très vite Que Dios nos perdone, qui va avoir un retentissement international. Ensuite, c'est Reino, qui sera dans les festivals, Madre, puis jusqu'à Antidisturbios, la série qu'on présente demain, et Asbestas, qui a connu un immense succès en France, et un gros succès ici hier après-midi. Et voilà, dans ton univers, on passe du polar au thriller, au film aussi d'amour hanté par une disparition. Voilà, tu touches à tout, tu travailles énormément, c'est très impressionnant. Tu disais, tu filmes comme tu respires presque, tellement... on n'a même pas tous les films, parce que depuis que tu as aussi réalisé même El Doble, tu as réalisé aussi, pendant le Covid, un film chez toi, avec ta compagne. Voilà, donc on va parler de tout ça. Peut-être je te laisse dire un mot, parce que Hola. Bonjour. Bonjour, je suis très content d'être ici. Merci pour l'invitation. C'est génial, mais c'est très... Bon, je l'ai dit hier, écouter parler de soi-même, de cette façon, non, en train de dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, voilà, le succès, c'est très... C'est pas si c'est difficile, mais c'est pas facile. Mais oui, on va parler, on va attraverser, balayer, j'avais dit ce mot, balayer cette période, non, les premières périodes, après avec Stockholm et tout ça, et oui, j'espère que ça sirva. Ça sert. Donc je disais peut-être, pour commencer, j'aime toujours savoir un peu, avant de devenir cinéaste, quel spectateur étais-tu en fait toi, et qu'est-ce qui t'a un peu justement décidé à faire des études et à devenir réalisateur? Últimamente me hacen mucho esa pregunta, porque me hacen muchas entrevistas últimamente, y es verdad que he estado pensando en ello, reflexionando, y es curioso la educación claro, cuando a alguien te educan, tú te crees que eso es lo normal, ¿no? Que la manera de educarte es la más normal del mundo y no ves otras educaciones, luego ya creces y te das cuenta de que hay otras, que hay millones, miles de posibles educaciones. Y es verdad que yo me eduqué con un cine muy, supongo que masculino, supongo que muy violento, pero creo que era bastante normal, por lo menos en mi entorno. O sea, evidentemente no estoy hablando de nada extraordinario, extravagante, pero sí es verdad que uno se cría, y supongo que todos los niños de mi generación se cría con películas donde el asesinato y las peleas y la lucha y la guerra estaba muy presente. Oui. C'est une question qu'on me pose très souvent ces derniers temps, puisque je concède beaucoup d'entretiens aussi, d'interviews ces derniers temps. C'est pour cela. Donc, quand on est éduqué de telle façon, de la façon dont on m'a éduqué, on croit que c'est la façon d'éduquer la plus normale, parce que c'est celle qu'on connaît. Donc moi, je dirais que j'ai été éduquée dans un cinéma, je dirais, très masculin et violent, mais
qui est quelque chose, je pourrais dire, de tout à fait normal dans mon entourage. C'est pas non plus, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'extraordinaire. Et comme tous les enfants de ma génération un peu ont été éduqués avec des scènes d'assassinat et de violence. Oui, o sea, yo he descubierto a Scorsese, a Tarantino, pues con 13 años, con 12 años, con 14, 15 años. Entonces me ha fascinado, evidentemente, westerns de Peckinpah, pues entiendo que eso hace, ¿no? Que eso cuenta a la hora de entender el mundo y el cine de una manera. Eso no quiere decir que yo sea violento, ¿eh? Oui, en effet, j'ai beaucoup aimé les films de Scorsese et de Tarantino. Je pense que j'ai découvert ce cinéma, ces réalisateurs, quand j'avais 13-14 ans. C'est quelque chose qui m'a fascinée. Et je pense que c'est quelque chose qui compte beaucoup. En revanche, ça ne veut pas dire que je sois violent, mais ça m'a beaucoup touchée. Sí, ¿no? C'est logique. Yo creo que era una norma o sea, pero es que no hablo solo de Tarantino y Scorsese, que son como dos referentes cinematográficos violentos de por sí, pero también yo qué sé, en Walt Disney también estaba en la normalidad. Yo creo que ahora los tiempos están cambiando, por un lado, por otro no, pero por un lado sí que están cambiando, hay una mayor sensibilidad, creo, o respeto por el prójimo, seguramente. Pero lo normal era jugar a los soldados, ¿no? Entonces tú jugabas a los soldados, veías películas de soldados y supongo que, bueno, por eso que me he planteado muchas veces de dónde viene, por qué Isabel Peña y yo hacemos Que Dios nos perdone, por qué hacemos Stockholm, hablando de las primeras películas, y vienen ahí de una pulsión por ver un mundo, interesarnos por un mundo violento, evidentemente, no como apología, sino todo lo contrario, como un interés de por qué, ¿no? ¿Por qué somos violentos? Alors je disais, regarder ce type de film, c'était à l'époque une norme, mais je parle pas que de Scorsese et Tarantino. On avait aussi ce type de cinéma un peu violent chez Walt Disney. Donc maintenant, les temps ont changé. On a peut-être, parce qu'on pense peut-être plus au respect à autrui. Mais comme j'ai déjà dit, à mon époque, c'était normal. On jouait, les enfants, les garçons, enfin surtout, on jouait aux soldats, on jouait à la guerre. Et donc tout ça, oui, ça m'a amené à réfléchir avec Isabel Peña, avec qui je co-réalise les films. Pourquoi on fait Coécrit, excusez-moi, pardon, avec qui je coécris les films. Pourquoi on fait ce cinéma, cet intérêt que nous avons pour ce cinéma un peu violent. Et pour parler ensuite, tu t'es formé, donc, comme disait, au scénario à l'école de cinéma de la CAM, et après j'ai l'impression que pendant 5 ans tu travailles beaucoup à réaliser, tu fais Ocho Citas, une comédie à sketch romantique, et tu travailles beaucoup sur des séries, voilà, des séries télé qu'on ne présente pas ici. Et c'était quoi ces années finalement, c'était formations de tournage pour toi, qu'est-ce que tu retiens justement de cette époque, qui peut-être où tu fais peut-être un travail moins personnel que celui qui va commencer avec Stockholm? Sí, bueno, yo sé muy pronto que me quiero dedicar al cine, estudio la carrera universitaria de Historia mientras hago cursos de guión y de dirección, pero en mi cabeza está matricularme en la Escuela de Cine de Madrid, en la ECAM. Ahí decido estudiar guión y no dirección, lo cual ya es curioso porque todo el que quería ser director quería estudiar dirección. En mi caso yo quería escribir mis propias historias y aparte consideraba que era más fácil entrar en guión que en dirección. Y ahí conozco a amigos y amigas con los que sigo trabajando, con los que sigo teniendo contacto, entonces ahí se crea una segunda educación cinematográfica. Rápidamente empiezo a trabajar en trabajos muy, ¿cómo decirlo?, muy sencillos, muy poco
muy poco pagados, pero ya me empiezo a relacionar con la industria, ¿no? con lo que es el trabajo. Y es verdad que esas relaciones con series, yo de guionista, pero de series pues no muy buenas, pero bueno, da igual, te están pagando por escribir, pues aprendes y entiendes un poco cómo es la industria. ¿Puedo continuar o...? Je sais très tôt, quand je suis jeune, je sais très tôt que je veux faire des études de cinéma. Pourtant, je m'inscris aux études d'histoire, donc je fais des études d'histoire à Madrid. Mais en même temps, je suis des petites formations de cinéma, de scénariste. Et dès que je peux, je m'inscris à l'ECAM, l'école de cinéma de Madrid, mais pour la filière scénariste et non pas réalisateur. Alors que presque tout le monde veut être réalisateur, mais moi ce que je veux c'est écrire mes propres histoires. À partir de là, je crée un cercle d'amis avec qui on commence, on va dire, une deuxième éducation entre nous, et je commence à me relationner avec des gens de l'industrie, du cinéma, et je travaille donc sur des projets, on va dire, plutôt simples, pas très bien payés, mais qui me permettent de commencer à travailler à travers toutes ces séries. Y tengo la suerte de que con 25 años se me ofrece la posibilidad de co-dirigir una película o de co-escribir y luego co-dirigir una película medianamente comercial, como tú has dicho, se llama 8 citas, una película de sketches románticos / cómicos, o sea, tenía algo de comedia. Y recuerdo que yo no quería dirigirla porque yo tenía la idea de que había que debutar en el cine con una gran película, con una película importante, que fuera a festivales, y no me gustaba, no estaba cómodo con la idea de que mi primera película fuera esa, pero terminé dirigiéndola y creo que hice bien porque es una oportunidad de aprender muchísimo y de enfrentarte a lo que es un rodaje, a lo que es todo, a lo que es crear una película. Entonces había algo como dejé la vanidad a un lado y creo que abracé la practicidad. Yo creo que ahí aprendí muchísimo, aunque la película no está muy bien. À 25 ans, j'avais 25 ans, j'ai d'abord coécrit et ensuite co-réalisé ce film dont parlait Arnaud, Ocho Citas, qui est un film fait de sketchs romantiques comiques. C'était pas mon idée, enfin moi j'aurais voulu débuter j'avais l'idée qu'il fallait débuter dans l'industrie du cinéma par un grand film, et j'étais pas au début à l'aise avec ce film. Mais je l'ai fait, je l'ai fini, et maintenant je peux dire que je suis complètement satisfait parce que c'est aussi une façon de commencer, et puis j'ai vu ça comme quelque chose de pratique. Et ensuite arrive déjà ce film, donc Stockholm. Ah non, tu veux dire, quieres decir otra cosa antes. Desde 8 citas hasta Stockholm pasan 5 años. En esos 5 años viene la crisis económica. Y es verdad que yo creo que es muy importante para entender por qué hacemos Stockholm, o por qué decidimos hacerla y por qué termina saliendo. Pero es verdad que después de 8 citas yo quiero hacer otra película, un poco más romántica y menos cómica, un poco más mía, más autoral. Ya solo, porque 8 citas es codirigida. Eso lo has dicho, ¿verdad? Sí. Y lo que pasa es que llega la crisis económica en España y de verdad se empieza a producir muchísimo menos, se empieza a dar menos oportunidades a los jóvenes y a los debutantes, lógicamente, porque hay menos dinero. Y entonces son unos años en los que yo sobrevivo también en series de televisión, en series muy poco importantes, se denominaban series low cost, que es un término que surge por la crisis y que surge después de la crisis. Se empieza a producir de una manera muy barata, pero bueno, yo tenía 26, 27, 28 años y estaba encantado además me lo pasaba muy bien y aprendía muchísimo, pero es verdad que bueno, estabas en la industria pero muy abajo.
entre le premier film, Ocho Citas, et Stockholm, il y a 5 ans qui se sont écoulés. C'est important pour moi de souligner que pendant ces 5 ans, donc, il y a la crise économique qui est arrivée. Et c'est un fait capital, important pour comprendre pourquoi on a fait Stockholm. Pourquoi j'ai fait Stockholm? Parce que justement, je tenais à faire mon film tout seul. Comme je l'ai dit, Ocho Citas, je l'avais co-écrit, co-réalisé. Et Stockholm, je l'ai fait tout seul. Mais donc, on parle de crise, ce qui veut dire qu'il y a moins de production. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a moins d'opportunités pour les jeunes. Donc j'ai un peu survécu avec des séries low cost, un terme qui est né avec cette crise, parce que ce que ça signifie dans l'industrie du cinéma, ça signifie qu'on produit, mais avec très peu d'argent. Il y a une chose, le film que je voulais faire après Ocho Citas, c'était pas Stockholm, c'était un autre que je voulais faire toute seule, que jamais j'ai fait. Et je ne sais pas si je le ferai quelques jours, quelques instants, mais j'ai corrigé parce que c'est très important pour moi dire que Stockholm, ce n'est pas un film à moi-même, c'est un film de quelques amis qu'on a choisi de faire un film sans gagner de l'argent, en fait en train de payer nous pour faire le film. Y en esos años, eso, ¿no? El trabajo en las series de televisión, pero siempre me llevé toujours dans la tête de faire un film très barato, ¿cómo era? Pas cher. Un film pas cher. Et c'est dans cette période-là où je connais, où je fais amitié avec Isabel Peña, et je lui ai dit, je vais écrire avec toi un court-métrage, ok? Je veux que toi, tu m'aides à écrire un court-métrage. Cet court-métrage, c'est Stockholm. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Non. Stockholm, c'est un film très pas cher, parce que c'est deux personnages, un homme et une femme, très jeunes, qu'ils se connaissent pendant une nuit, et on est avec eux cette nuit et le matin d'après. Et c'est toujours un peu dans la rue, mais surtout dans la maison, donc c'était pas cher. Et on a écrit les courts-métrages avec Isabelle. J'étais en train de travailler avec Isabelle dans les séries de télévision, donc c'était mon amie. Je voyais qu'elle travaillait très bien, j'adorais comment elle travaillait. Et on a fait les courts-métrages, c'était une expérience très amusante. Mais pendant qu'on écrivait le court-métrage, je me suis rendu compte que ce n'était pas un court-métrage, il doit être un long-métrage, parce que je croyais qu'il ne marchait pas. Okay? Et pendant qu'on écrivait cet long-métrage, pour mon côté, je fundaba o creaba la productora Caballo Films, que es mi productora con amigos. Et pendant ce temps-là, j'ai créé ma boîte de production Caballo Films. Sí, avec des amis, les amis que je connais dans l'école de cinéma. Donc, quand on a fait tous les deux, on a dit, ok, cette boîte de production, c'est qui doit produire ce film pas cher. Okay? Donc, on a appelé à toute notre amie, à toute notre familière pour prendre son argent et faire ce film que ça a été une expérience unique. C'était 12 jours de tournage, que c'est très peu dans un film de cinéma, et avec un budget de 60 000 €, donc c'est très peu. Et c'était génial de faire. Et il y avait un sentiment de communauté, de quelques amis en train de faire un film, donc on était très heureux. Après ça, on a eu la chance, comme tu as dit avant, que le film il a marché très bien dans un festival, le Festival de Málaga de ciné espagnol, que c'est après le Festival de San Sebastián, c'est le suivant plus important dans l'industrie. Et on a gagné 4 prix, 5 prix, mais 3 prix très importants. Meilleure actrice, meilleur réalisateur et meilleur scénario jeune, je crois, en nouvelle.
Et donc ça, cette même expérience de faire le film podría haber no tenido sus frutos, aurait pu ne pas donner des fruits, ne pas avoir. pero gracias al Festival de Málaga se convirtió en una de las películas del año, o sobre todo la película pequeña del año. Donc grâce à ce festival de cinéma, le film est devenu le petit film de l'année. Sí. Et j'aimerais bien, puisque tu l'as cité à l'instant, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit au générique Isabelle Peña, je crois, enfin peut-être sauf dans les séries, que tu nous parles un peu de ta collaboration avec elle, parce que c'est donc ton amie et ta collaboratrice. Et j'aimerais bien savoir comment ça se passe, le choix des sujets de tes films. Chaque film est très différent. Chaque fois, que ce soit du polar, que ce soit Madre, que ce soit... Tu travailles toujours avec la même personne au scénario, donc, toujours avec la même personne. Et comme si... Parce que d'autres réalisateurs peuvent travailler suivant les sujets, avec évidemment faire appel à d'autres scénaristes. Et comment ça se passe en fait même est-ce qu'elle intervient dès le choix du sujet? Est-ce que c'est toi qui amènes les sujets ou elle aussi Bueno, es una relación que lleva ya muchos años, claro. Nosotros nos conocimos en 2006, yo creo, 2007, pero como hemos dicho antes, on a travaillé ensemble dans la série 2009, 10, mais Stockholm c'est 2012, donc on va dire qu'on a 10 années de relación professionnelle sérieuse dans l'industrie. Y en estos 10 años pues hemos hecho muchas películas, la verdad. Hemos tenido la suerte de poder hacer muchos trabajos. Hemos hecho 5 películas y una serie de televisión, ¿no? Como 6 proyectos grandes en 10 años es mucho. Bueno, yo creo que la parte fundamental es que nos apreciamos mucho, que nos divertimos mucho, que nos respetamos mucho y que nos necesitamos mucho. Yo ahora mismo no concibo no escribir un guión con ella, y ella yo creo que está muy cómoda y muy agradecida a que ella escriba un guión y luego su amigo director la dirija y encima tenga un cierto éxito. Claro, eso, si ese éxito no llega, seguramente la cosa podría haber cambiado, pero hemos creado un equipo que funciona muy muy bien. Avec Isabelle Peña, on va dire, on a une relation depuis 2006. On a travaillé ensemble sur des séries télé, mais le premier vrai film est Stockholm en 2012. Donc on va plutôt dire qu'on a 10 ans de relation professionnelle. Donc en 10 ans, on a fait beaucoup de films. On a fait 5 films et une série télé, ce que je considère déjà pas mal en ce laps de temps. Le plus important dans notre relation, c'est qu'on s'apprécie, on s'amuse ensemble, on apprend ensemble et on a besoin de l'un de l'autre pour travailler. Et on se respecte beaucoup aussi, on a beaucoup de respect l'un de l'autre. Je pense qu'elle est très contente de pouvoir écrire les scénarios, ce qu'elle écrit, et que son ami écrive aussi et puis réalise ses films. Y que esos filmes tengan un cierto éxito. Digo que si no llegan a tener ese éxito, a lo mejor la relación podría haber cambiado un poco. Et oui, évidemment, donc, tous ces films-là ont eu du succès, donc ce qui est important aussi, parce que peut-être si les films n'avaient pas eu de succès, la relation ne serait pas la même. Donc c'est un équipe qui marche très bien, et c'est normal qu'on ne veut pas changer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à nous qu'on veut ou on a besoin, je ne sais pas comment dire, de changer tout le temps, d'offrir quelque chose de divers aux spectateurs et surtout de nous donner à nous des expériences diverses en el momento de escribir, cuando escribimos, quand on écrit, oui, sí, retos como es, défi. Et donc, si on écrit tout le temps la même chose, je crois qu'elle s'ennuie. De la même façon que si moi je dirige tout le temps les mêmes films, je m'ennuie. Donc on est en train tout le temps de chercher des sujets divers, des façons diverses, des histoires évidemment diverses, des genres divers.
Peut-être on va peut-être regarder un extrait, parce qu'on avait dit on va peut-être regarder un extrait de film, c'est voir un peu des images. On va regarder l'extrait de Que Dios nos perdone. Merci. Oui, tu disais tout à l'heure que en tant que cinéphile, quand tu étais jeune, tu aimais les polars, et là, tu attaques avec, tu frappes assez fort avec ce premier polar, Que Dios nos perdone, qui est comme l'histoire de traque d'un violeur de femmes âgées, quand même, c'est pas rien, et avec une lumière très crue, parce que le polar, généralement, on l'imagine, c'est souvent très nocturne, toi, c'est un film où il fait chaud, on est toujours avec une lumière assez dure, comme on la voit ici. Tu peux nous parler peut-être de comment tu as abordé ce film? Si, bon, jamais j'aurais pensé que quelqu'un faisait comme ça après cette scène. C'est curieux. Oui, après Stockholm, comme on a dit, on avait quelques succès. Mais avant de ce succès, j'ai proposé à Isabelle d'écrire un autre film plus grand que Stockholm, pour si au cas où Stockholm il avait des succès, non? Et on a dit, ok, qu'est-ce qu'on peut écrire? Et on a choisi d'écrire un polar, comme le film de David Fincher, Seven, mais à Madrid, quelque chose comme ça. Et, pour Isabelle et pour moi, le polar, c'est un genre qu'on aime beaucoup, mais on ne connaissait rien de ça, de comment écrire, de ce que les règles, non? de comment on peut le faire. Et je me souviens qu'on a vu beaucoup de films, et c'était aussi une période très, très amusante pour tous les deux, et on a créé ça. Et on a eu le succès à Stockholm. Un producteur, il a dit, j'aime beaucoup Stockholm, vous avez quelques idées d'un prochain film? Et on a dit, oui, on a un scénario, boum, comme ça. Et il a dit, mais c'est génial. Tout le monde, en fait, je me souviens que tout le monde qui lisait le scénario, il disait, ça c'est génial, ce film. Et bon, c'était une aventure incroyable parce que je ne savais pas écrire des polars, mais je ne savais pas aussi diriger des polars. Je ne sais pas si vous avez vu le film, il y a une persécution, comment est-ce? Une traque très, très grande, très longue, dans les rues de Madrid. Et bon, c'était un territoire totalement inconnu pour moi. Mais bon, j'ai travaillé avec mon équipe, mon chef opérateur, mon DOP, le musicien Olivier Larson, le découpage, le monteur Alberto del Campo, le monteur. Donc avec mon équipe, je me sens très très fortalecido, très renforcé. Et je crois qu'on a pris cette possible pression et on a fait comme ça, on ne la regarde pas et on a essayé de faire le film qu'on voudrait voir dans un écran, dans le cinéma. Et oui, tous les choix qu'on a fait, bon, je crois qu'ils tienen su lógica, ils sont leur logique, non? La lumière, on a dit ok, on va faire un polar, mais avec les chaleurs de Madrid, c'est énorme, avec le sudor, avec la lumière, pendant les jours et pas pendant la nuit, tout ça. Mais bon, je crois que en définitiva, définitivement, on a fait le film qu'on voulait voir. C'est vrai que c'est impressionnant de passer d'un tournage à 60 000 € avec 2 comédiens à Que Dios nos perdone, où il y a des scènes de poursuite dans la rue avec je ne sais pas combien de figurants. Tout à coup, on passe à une échelle très très vite. C'est impressionnant. Si je le pense maintenant, ça me da vertigo. Mais c'est vrai que moi, je crois que j'ai la capacité de ne regarder pas ça. Parce que si je le regarde, je me paralyse, je crois. Mais je ne regarde pas et je dis, ok, on va faire le film. Je me siento muy afortunado. Je me sens très chanceux. Je me sens très chanceux.
chance. Ah, chanceux. Mais je me sens très chanceux de la carrière, de los acontecimientos, des événements, mais aussi d'avoir cette capacité que je vous parlais maintenant, d'être capable de ne regarder pas cette pression. Et tu peux nous parler du personnage que joue Antonio de la Torre, justement que tu as rendu aussi. J'aime bien ce personnage parce que pourquoi il est à la fois il est bègue, ça j'aimerais bien que tu nous expliques ça. Et puis on peut parler aussi des personnages que tu construis toujours avec Isabelle, parce que chaque fois quand c'est un flic, on peut penser que c'est quelqu'un de très positif et tout ça, mais tes personnages sont toujours très ambigus, très complexes. Et il y a une scène dans laquelle il se comporte très violemment aussi avec une femme. Donc il y a toujours, tes personnages ont toujours comme ça un visage, ils ont une face claire et une face très sombre en fait, toujours. Sí, bueno, la génesis de la película, de la historia de Que Dios nos perdone, está basada en 3 personajes violentos, 3 personajes que no saben, bueno, que no saben manejar la violencia, vaya. La cosa es que 2 son policías y 1 es un asesino. Y bueno, a la hora de crear los personajes, pues recuerdo que queríamos diferenciarlos a todos, ¿no? Como 3 tipos de violencia. El del inspector Velarde, que es interpretado por Antonio de la Torre, nos gustaba que fuera un tipo muy introvertido, muy poco expansivo, que es lo contrario al personaje de Alfaro, Roberto Álamo. Y lo de tartamudo, ¿no? Se nos ocurrió porque nuestro jefe era tartamudo en esa época, nuestro jefe guionista, en la etapa anterior a la que me he referido antes, y era muy curioso. Es verdad que le veías sufrir mucho a la hora de expresarse, pero a la vez resultaba cómico el pobre, ¿no? En algún momento dado, y nosotros siempre intentamos ponernos en la piel de esa gente y veíamos que realmente es un problema muy gordo. Entonces, también es verdad que cuando empezamos a informarnos sobre la tartamudez, es una enfermedad muy, yo en castellano diría jodida, pero no sé cómo decir, foutu, una enfermedad muy jodida porque de todas las enfermedades es la menor. No se trata como una enfermedad, pero realmente el problema no es tanto lo primero que se ve, ¿no? De alguien que tartamudea, que el problema es que son gente que no son capaces de expresar todo lo que quieren expresar, y eso es muy serio, es muy dramático realmente, y eso le daba al personaje un pozo, pues eso, muy interesante. Oui, pour répondre à la question, il faudrait qu'on parle de la genèse de ce film. Donc, ce film se base sur 3 personnages violents. D'un côté, on a les 2 policiers, les 2 flics, et d'un autre côté, l'assassin qui est aussi violent. Donc, pour les créer, on voulait faire distinguer 3 types de violences. Et pour l'inspecteur, donc, on a créé un personnage qui soit introverti et qui bégaye aussi. Cette idée de quelqu'un qui bègue, on l'a prise parce que notre ancien chef scénariste était bègue. Du coup, on voyait ça, c'est quelque chose de curieux parce que c'est des personnes qui souffrent, mais en même temps, il y a un côté comique. Ce qui suppose, en réalité, c'est un grand problème. Quand on a commencé à s'en renseigner sur cette maladie, cette foutue maladie, je vais dire comme il l'a dit. Donc, en réalité, c'est une maladie mineure. Et le problème, c'est que les gens, le vrai problème, c'est ces gens-là n'arrivent pas à s'exprimer. Et c'est quelque chose de dramatique. Donc, c'est ce qu'on a voulu refléter sur notre personnage. Et je disais, sur tes personnages, tu tiens toujours à ce que les personnages ne peuvent jamais être blanc ou noir. Ils sont toujours extrêmement complexes. On pourra en parler avec Reino aussi, mais il y a ça, c'est ça qui m'avait frappé beaucoup dans Sí, bueno, es que no concebimos hacer personajes que no sean complejos. Creo que lo interesante para Isabel y para mí es
es eso, es crear personajes lo más complejos posibles, porque yo creo que todos somos, bueno, no sé si hay gente más compleja que otra, pero creo que en una película eso es lo interesante, sobre todo cuando estás hablando de términos como el bien y el mal, ¿no? Policías y asesinos, políticos corruptos, pues claro, creo que la ficción está llena de personajes demasiado simples, de conceptos demasiado simples, de términos demasiado simples, ¿no? De el bueno y el malo, el policía. Si el policía es corrupto, pues es malo. Si el ladrón es bueno, es que es bueno. Pero realmente creo que las personalidades son mucho más complejas que eso, ¿no? Yo puedo ser una buena persona con gente querida, pero a lo mejor luego me puedo portar mal con un desconocido, por ejemplo. Y en esa complejidad es donde creo que las películas y las historias llegan a interesar al espectador y a agarrarles, porque lo que queremos realmente es emocionar, interesar y frapper, ¿no? al espectador. Y una de las maneras, yo creo que es eso, que es sobre todo el término interpelar. Creo que en todas las películas, a veces nuestras, a veces con más acierto que otras, la película interpela al espectador y le pone en situaciones complicadas para decidir, para tomar partido. Y eso me parece siempre muy interesante. Dans nos films, nous, on veut justement de personnages qui soient complexes. On ne veut pas de personnages simples, parce que je pense que nous tous, enfin, toutes les personnes, on est complexes. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour un film. Donc on voit souvent dans la fiction des personnages qui sont trop simples, le bon et le méchant. Voilà. Nous, ce qu'on veut réellement, ce sont des personnalités complexes, comme j'ai déjà dit, parce qu'on l'est tous complexes. Moi-même, je peux peut-être être bien avec quelqu'un et moins bien avec quelqu'un d'autre. C'est cette complexité justement qui va attirer dans nos films le spectateur. Ce qu'on veut, c'est émouvoir, intéresser et interpeller les spectateurs. Mieux ou moins mieux, mais c'est ce qu'on essaye de faire dans nos films. Et donc que le film interpelle le spectateur. Et on sait que parfois il est difficile pour ce spectateur de prendre parti, de faire le choix à cause de ces personnages complexes, à personnalité complexe. Il y a un cinéaste que je pensais en préparant la masterclass, je pensais à Sidney Lumet, qui est quelqu'un dont l'œuvre est traversée toujours par des questions de justice et de morale. Mais finalement, je trouve que ton cinéma aussi, en fait, il y a toujours ces questions de morale et de justice de Asbestas, que ce soit El Reino, que ce soit elle-même, à travers des personnages très complexes, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très, très important toujours dans ton œuvre. Puede ser, me alegra que me compares o que nos compares con Sidney Lumet. Yo creo que une question qui est toujours dans notre tête, pendant on écrit o pendant moi je tourne, es que un espectador no sabe qué posición tomar, qué decidir. Eso es una pregunta, ça c'est une question que moi ça m'intéresse beaucoup, que le spectateur sienta. Porque eso hace, moi je pense, ça fait que le spectateur il a una relación avec le film direct. Je ne veux pas que le spectateur pense une autre chose pendant qu'il voit mon film. Je veux que le spectateur pense tout le temps dans le film. Et une façon de le réussir, je crois, que c'est de le faire question tout le temps qu'il doit répondre. Il doit le répondre pendant la projection ou il peut le répondre aussi après la projection. Ça, c'est l'expérience plus jolie, je crois, d'un spectateur et d'un cinéaste qui après le spectateur, il dit « Ah, j'ai pensé de le film, j'ai pensé que… » Mais si tu, comme spectateur, tu sais tout le temps
ce qu'il doit faire le personnage, ou qu'est-ce que tu ferais dans la situation de personnage, je crois que ça, on perd cette relation. Bah, je pense que c'est pas mal. Donc on va lancer un extrait de... Par exemple, si tu mets une situation, non, en Asbestas, il y a une situation dans notre film que c'est pas à nous. Le personnage, il doit faire ça. Si le spectateur, il dit oui, il n'a pas de doute de qu'il doit faire ça, je crois que c'est moins intéressant que my God, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, pourquoi le personnage il fait ça, je ne sais pas si je ferais la même chose. Je crois que ça, c'est un créa, non? Cette chose crée une relation du spectateur avec le film plus personnelle. Mais finalement, est-ce que c'est pas comme ça que tu travailles? C'est-à-dire d'essayer d'imaginer ce que le spectateur va penser et du coup faire le contraire. Non, pas exactement, parce que premièrement, c'est moi et Isabelle qui on s'est mis dans cette situation, dans cette position. Et on pense, ça c'est une chose très curieuse, je crois, de tous les cinéastes, aussi tous les écrivains. On a la soberbia de croire que les choses qui nous intéressent à le spectateur, mais ça c'est un jeu que tu dois jouer. Et quelquefois tu te trompes, et quelquefois non. Mais moi je pense que si c'est une situation difficile pour moi, il sera difficile pour le spectateur, mais on se rend compte que c'est absurde parce que peut-être non, mais on doit jouer à ce jeu. Non? Mais je ne pense pas dans le spectateur de comment on peut faire. Non, je pense premièrement à moi. Quand on a parlé d'Asbestas, tout ce mois, je suis en train de parler beaucoup de fois parce que je suis dans la promotion et tout ça. Et la première chose qui nous intéresse de cette histoire, c'est pourquoi cette femme, elle fait ce que... Vous avez vu Asbestas, non? Beaucoup de personnes ici. Donc, on peut parler d'Asbestas? On va parler après, claro. Mais c'est ça, on a lu une fait divers dans le journal et la première chose qu'on a pensé, c'est pourquoi, comme c'est possible que cette femme choisit de rester dans ce village. Après, choisissent. Et donc, premièrement, c'est à nous. Après, on dit, OK, comment on fait que cette histoire intéresse aussi au spectateur. On va repartir sur un extrait de Reino, parce qu'on parle de personnage complexe. Je ne sais pas si tu l'as peut-être vu hier, mais on va revoir un petit bout. Donc merci de diffuser l'extrait de Reino. Et on remarque au passage qu'Antonio de la Torre ne bégaye pas. Que non tartamudea. Ouais. Et là, c'est donc El Reino, qui est donc le film après que Dios. Et cette fois, on parlait des personnages complexes. Et là aussi, c'est intéressant parce que on en parlait un peu hier, mais c'est vrai que généralement, quand les cinéastes font des films de thriller politique, de scandale politique, on est souvent du côté du journaliste. Je pense à Les Hommes du Président, par exemple, ou du côté de l'inspecteur, du côté de la police. Et toi, tu choisis finalement de faire le personnage central, c'est le coupable. Enfin, l'accusé est coupable aussi, on sait. Et ça aussi, c'est pas banal parce que pas banal, c'est-à-dire c'est original. C'est difficile d'autant plus de créer un personnage qui va aussi qui doit nous séduire aussi un peu, quoi. C'est-à-dire un personnage qui doit à la fois nous séduire et nous révolter. Enfin, parce que c'est tout l'enjeu du film aussi, quoi. Sí, bueno, El Reino c'est un film qu'on fait très très vite après que Dieu nous pardonne. On a parlé dans les Q&A aussi hier, non? Hier. Il y a había una sensación, una necesidad una sensación de indignación, perdón, sensación de indignación. Pour quoi faire le film. Et on voulait, comme on a dit avant, on voulait se séparer totalement, faire quelque chose un petit peu différent.
C'est vrai que tous les deux, que Dieu nous pardonne le reino, ils sont deux thrillers, mais comme tu as dit, il y a quelque chose ici de frénétique qu'on voulait faire et pas avec que Dieu nous pardonne. Mais ici pour nous, il y avait beaucoup de sang, c'était logique parce que on voit, on sent, on imagine que la vie de ce type de personnes, ils sont frénétiques, non? Et surtout s'il y a un cas de corruption, quelque chose, bueno, una causa judicial. C'est injustice, une cause qui est injustice. Et je pense que le grand choix de film, c'est ce que tu as dit, non? C'est prenez le politique corrupt et le faire le protagoniste absolu. Il n'y a pas aucune scène sans lui. Il est dans toutes les scènes. Et ça pour nous, c'était un défi aussi, parce que c'est dans les années 2013, 14, 15, 16, 17, je crois que la personne plus détestée de l'Espagne, c'était un politique corrupt. C'était tout le temps dans les journaux, non? Donc faire à la personne plus détestable de l'Espagne, non? Le type de personne plus détestable de l'Espagne, faire le protagoniste de ton film, c'est aussi un défi, non? Mais pour nous, il y avait beaucoup de sang pour ça, parce que je crois que l'exercice intéressant, c'était ça, c'est essayer de comprendre, essayer de savoir qu'est-ce qu'il passe dans son cerveau, dans sa tête, pour faire ce qu'il fait, ce que lui il fait et ce que les autres, les politiques réels, non, les vrais politiques, ils font ou ils font. Non, ils font. Ils sont faits et ils font. Et c'était un exercice, oui, on avait besoin d'un acteur, un personnage, mais aussi un acteur charismatique. Je crois qu'Antonio Torre, il a cette chose très proche à nous, qu'il peut être aussi un politique, parce qu'il a quelque chose, il est très très sympa, il est très très intelligent, mais il est très très humain, très cercano aussi, très proche. Et je crois que comme on a construit le film, c'est qu'il a fait des choses mauvaises, évidemment, il a volé, tout ça, avant, mais maintenant il est dans une aventure, dans un conflit, que c'est que des autres, aussi corrupts, aussi méchants, ils vont le couper. Ils vont culpabiliser. Et ça, je crois que aide le spectateur à être avec lui. Mais c'est très curieux comme ça marche. Jamais c'est une règle mathématique, évidemment, mais c'est curieux comme ça marche, que tu peux mettre en personne que tu peux, au début, toi le spectateur, je dis, non? Au début, je déteste les politiques corruptes. Ok, jamais je voudrais être avec lui, jamais je voudrais prendre un café avec lui, tout ça. Mais si tu es avec lui dans un film 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, finalement, peut-être tu dis, je sens qu'il se sauve, se salve. Qui veut se sauver. Ça, c'était le principal défi, le principal objectif, très, très, très difficile de nous, d'Isabelle et moi, que le spectateur, mentalement, cérébralement, il veut le punir, mais il y a quelque chose dans le cœur, dans l'instinct, que je ne sais pas pourquoi, mais je veux qu'il... et c'est aussi, une autre fois, ce sentiment contradictoire, ambigu. Et complexe aussi, on voulait que le sente le spectateur. Ça, c'est un peu l'objectif. Il y a dans l'extrait aussi, là c'est plutôt visuel, il y a un peu, c'est un petit condensé du film, parce qu'il y a à la fois, on entend la musique là, qui a été composée et qui rythme tout le film. On a cette sensation de vitesse permanente, de cut, enfin de coupe dans le montage très, très, très brutal. Et je me disais, est-ce que, à quel moment toi tu conçois l'aspect visuel de chaque film, parce que chaque film a une identité visuelle très forte. Madré, c'en est une autre. Et celui-ci, par exemple, j'ai l'impression que dès l'écriture, on a le sentiment qu'il
que tu l'écris et que tu as déjà presque une vision du montage Sí, depende de cada película, depende del proceso, depende de cómo esté yo. Es verdad que yo me divierto mucho escribiendo con Isabel y me divierto muchísimo imaginando cómo tiene que ser la película a nivel visual, ¿no? Es algo divertido porque sientes que tienes el poder tú, ¿no? Es como la decisión es tuya. No concibo un director que no es capaz de hacer eso o que no quiere hacer eso. A cada película ha llegado en un momento dado. Hay películas en las que lo he encontrado muy rápido y películas en las que lo he encontrado muy tarde, incluso hasta ponerme nervioso por empezar pronto la película, el rodaje, y no tenerlo. Pero yo intento siempre, bueno, yo y supongo que muchos cineastas, que la forma tenga que ver con el fondo. O sea, que yo necesito justificarme a mí mismo las decisiones que tomo visualmente y estéticamente con el fondo. Para mí, El Reino tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es una película frenética porque la vida de esta gente es frenética. Y con Asbestas yo quería hacer una película clásica, por ejemplo, un western en Galicia, donde había algo como más pausado, más pesado, más terrenal. Bueno, en todas me intento justificarme las decisiones. Cela dépend du film, du processus que prend ce film, et même cela dépend aussi de mon moment personnel, de mon état d'esprit. Mais c'est quelque chose on s'amuse beaucoup avec Isabelle à essayer de savoir, de deviner comment va être ce visuel, cette identité visuelle du film. C'est aussi le rôle de tous les réalisateurs. Alors parfois, je trouve ce choix visuel très vite, et parfois, cela me prend beaucoup de temps. Des fois, je m'énerve même parce que le film doit commencer à tourner. Et voilà. J'essaye en tout cas toujours que la forme ait à voir avec le fond, c'est-à-dire le visuel ait à voir avec le fond. C'est une façon de pouvoir justifier mes choix esthétiques. Ici, El Reino, c'est un film frénétique parce que la vie de ces gens-là elle-même, elle est frénétique. Par contre, par exemple, dans le film Asbestas, je l'ai plus imaginé comme un western. C'est donc un film visuellement plus posé et plus terre à terre. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les films, j'essaye de justifier ces choix esthétiques par le fond du film. El Reino, ça se passe sur combien de jours? Très peu. L'action de El Reino se passe sur quoi, 3 jours? Oui, non, parce qu'il y a un ellipsis à la moitié de film. Ouais. Parce que la première partie del Reino, c'est pendant l'été, et la deuxième partie, c'est pendant l'hiver. Ouais. Mais la partie, une fois que l'affaire tombe dans la presse, ça va très vite. Si, très peu de jours, oui. C'est ça. Ouais. Et je me dis, en parlant de style visuel, il y a aussi une particularité un peu dans ton travail. On parlait d'Isabel Peña, mais en fait, je pense il y a 2 personnes autour de toi, ton monteur, et Alejandro de Pablo, ton directeur photo, Alberto del Campo, ton monteur. Ce sont pareil, les mêmes personnes qui travaillent avec toi depuis toujours, et donc c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, il y a peu de cinéastes qui travaillent toujours avec, et je peux encore ajouter ton compositeur Olivier Arson. À quel moment eux-mêmes tu commences à dialoguer avec eux sur le projet, peut-être dès le scénario, peut-être oui. Même parce que j'imagine cette collaboration, elle a aussi 15 ans. Si, on a la chance comme on est amis et comme on a travaillé beaucoup, c'est vrai qu'on a la chance de faire participer à mes collaborateurs, ¿no? A mon directeur de photographie et monteur et compositeur très tôt, que mucho antes de lo normal.
bien avant de ce qui est habituel, en otras películas. de ce qui se fait dans d'autres films. Entonces, maintenant, je suis en train d'écrire avec Isabel Peña notre prochain film. Et avec Alex de Pablo, le directeur de photographie, moi, j'ai commencé à faire des rendez-vous avec lui tous les mardis. En fait, tous les matins de mardi, on fait un rendez-vous. Et on parle de film. Ça, c'est très peu normal, très peu commun. Très peu courant. Et avec Olivier Arson, la même chose. Je lui parle de l'histoire, je lui parle de mes intentions, je lui parle des autres films, des référentes, des référents. Et il commence à avoir dans la tête le film. Donc pour moi, ça c'est très, très, très utile, évidemment. Pardon, j'étais un peu... Hop. Non, ouais, c'est ça. J'ai une question aussi parce qu'en fait, quand tu fais El Reino, c'est aussi un film, on va dire, où toi, tout à coup, tu décides aussi peut-être de prendre position. Est-ce qu'avec El Reino, tu décides aussi de faire... Tu penses que tu peux aussi éveiller les consciences avec le cinéma? Sí, intentas tomar partido, por ejemplo, con esa película del Reino y de que la gente se sensibilice, se confronte. Si, évidemment, on parle d'un problème politique et social très très grand. Et faire le film, ça veut dire faire un film politique, évidemment, essayer de partager, essayer de montrer, jamais de faire un discours, jamais de faire une propagande. Je crois que ça c'est inutile et c'est très peu intéressant quand tu le vois dans le film. Et je crois que c'est pas notre intention. Mais je voudrais que le spectateur sente ou pense pas les mêmes choses, mais oui, les mêmes types de choses qu'on pense ou qu'on sent en train de faire le film. Mais ça, on doit faire une séparation si on fait des films un petit peu plus politiques qu'un film comme Madre ou qu'un film comme Asbestas, où le conflit principal, c'est des choses intimes. Donc, là, on veut seulement mettre le spectateur dans un endroit intéressant, complexe, incommode, mais et les raconter aussi une histoire au spectateur qui est émotionnante, non? Émouvante. Je disais tout à l'heure que toi, ce que tu veux justement, c'est toujours que le spectateur se pose la question de qu'est-ce qu'il doit penser exactement, le bousculer un peu. Et tu disais un truc intéressant hier dans le débat, c'est qu'en Espagne, la scène finale la scène finale d'El Reino avait beaucoup divisé et que beaucoup d'Espagnols détestaient presque cette fin où je sais pas si vous l'avez, je pense que vous l'avez vu. Je vais pas non plus vous spoiler le film, mais ça se termine un face à face sur un plateau télévisé entre donc ce politicien et c'est une journaliste où la journaliste évidemment l'accuse de tout ce qu'il n'a pas fait ou tout ce qu'il a fait pendant ces années-là. Et lui l'accuse aussi un peu, elle, de faire partie d'un média qui est aussi sous influence. Voilà. Donc tout est un face-à-face. Et je me demandais comment tu interprètes le fait qu'en Espagne, ce final ait tant divisé la population. Comment interpretas que el final del Reino haya causado tanto debate en España? Bon, on ne doit pas oublier que une chose importante, c'est que le Reino maintenant, la duration del Reino, c'est 2 y 10. 2 horas y 10, c'est 2h10. 130 minutes, ça c'est beaucoup, je crois. Surtout par le troisième film d'un réalisateur. Un film très puissant. Je crois que si le réalisateur il est jeune, comme j'étais quand je fais El Reino, il y a quelque chose qui peut déranger. Et surtout si il change totalement ce que tu offres. El Reino, vous avez dit que quelques personnes n'ont pas vu. Qui a vu le film? Mais je crois que c'est... Quand même. Qui l'a vu? Ok, mais c'est un film qui pendant 120 minutes, c'est le même film.
C'est thriller frénétique, ce que vous avez vu ici, et les dernières 10, ils changent totalement, et c'est deux personnes en train de parler. Ça, c'est très rare. Et je crois que ça, ou tu rentres et tu aimes, ou tu dis non, tu m'avais promis un autre type de film, un autre type de finale. Je crois que ça, si tu le fais dans un film de 130 minutes, c'est pire que si tu le fais dans un film de 90, ok? Ça, c'est vrai. Après ça, le film, les 120 minutes d'avant, il est tout le temps, il navega, il va dire. Il navigue pour une subtilité, il dit beaucoup de choses, mais il ne raconte pas beaucoup de choses. Tu ne sais pas de quoi ils sont en train de parler, non? Mais les 10 dernières minutes de la fin, tu sais totalement de quoi ils sont en train de parler. Donc il y a un petit peu de changement aussi de langage, non? Donc ça aussi. Tu l'aimes et tu dis, ah génial, je voulais enfin parler de toi à toi. Et après, il y a des autres spectateurs qui disent, non, j'aimais beaucoup ce langage subtil, contradictoire, non, occulte. Et donc, je ne veux pas que dans les dernières 10 minutes, tu me parles comme si j'étais un enfant, non, en train de dire tout. Donc, je comprends très bien ça, cette séparation, cette... comment dire C'était écart, c'est quoi ça? Cet écart. Et oui, ça c'est les raisons pour lesquelles je comprends ça. Après le Reino thriller. Mais pour nous c'était très important cette finale parce que le programme de télévision qu'il y a dans le film c'est pareil, très très similaire à un programme de télévision très 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 connu en Espagne que dans ce moment-là il était le programme plus important que c'était d'entretien, évidemment. C'était une femme que moi je connais, elle est sympa pour moi, elle est très très intelligente et dans cette année, elle a fait un travail très, très important parce qu'il ramenait des politiques, des personnes de la politique et il disait des choses à la cara, directement, non? Oui, et il y a eu des entretiens très connus avec Mariano Rajoy, et c'était toujours un problème de frustration pour moi, pour Isabelle, je crois que pour beaucoup de spectateurs, parce qu'il ressemblait je crois qu'ici à la France sera la même chose. Tu crois que sera un programme incroyable où il vendra la vérité, non, tu écouteras des choses et jamais tu écoutes rien d'intéressant parce que c'est comme un combat pacté. Non? Donc on voulait finir comme ça. Mais en train de dire, imagine que vraiment on dit des choses, qu'il y a un programme qu'enfin on dit des choses intéressantes, il dit des choses vérités, elle à lui et lui à elle, donc pour nous c'était très intéressant, très important de finir comme ça. On va avancer parce que dans ta filmographie, parce que c'est passionnant. Le film suivant, on ne t'attendait pas du tout là, après un polar et après un thriller frénétique, comme tu dis, et politique, avec Madré, qu'on a découvert à Venise. Avant qu'on regarde un extrait, peut-être comment se passe un peu le passage après le Reino? Madré était déjà c'était le projet suivant tout de suite ou? Si, bon, il y a une curiosité parce qu'on a fait 2 films, Que Dios nos perdone y El Reino, un petit peu de polar grand, tout ça, et on était un petit peu fatigant de ça. On l'a fait dans très peu de temps, dans 2 années. Mais au milieu de ces 2 années, moi j'ai fait un court-métrage. Le court-métrage c'était Madre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un court-métrage de 17 minutes qu'il a été nommé à Oscar, il a eu beaucoup de succès. Donc, j'ai eu l'idée de faire un film totalement différent de Madre de Que Dios nos perdone y El Reino et prenez le court-métrage parce que c'est un court-métrage que si vous ne savez pas vu, c'est un court-métrage avec un final très 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 ouvert. Donc c'était
dans ma tête, toujours, ce court-métrage, c'était le début, un grand début d'un film. Donc, comme on voulait faire un film totalement différent, comme on avait eu le succès avec les polars, comme tout le monde pensait, attendait qu'on ferait un autre polar, on a dit ok, on va faire une chose totalement différente. Et on a fait la continuation de court-métrage. Okay. On va regarder l'extrait de Madre. Merci. Oui, donc quelque chose de radicalement différent. Donc. Parce que c'est pas seulement... voilà, c'est un film d'amour, mais on voit aussi que tu as envie de filmer d'autres choses. On quitte la ville, cette fois, c'est aussi les grands espaces. Et pour les grands espaces, carrément, tu quittes l'Espagne, tu viens de tourner en France. Et forcément, on se pose la question, pourquoi ce choix d'être venu tourner dans les pays voisins et donc dans une autre langue, c'est-à-dire travailler... même si tu parles bien français, même travailler dans une autre langue que le... Si, c'est un autre défi dans notre carrière. Et bon, finalement, tous les choix qu'on fait, je veux penser qu'ils deviennent de l'histoire. L'histoire de court-métrage Madre, c'était un... Bon, je peux le raconter. C'était un fils... un enfant qui se perd à la France, à la plage. Et on croit ça. Et donc, on doit aller si on veut faire le film, hein, ça c'est le court-métrage, dans le film, on doit aller là. Et on a dit, bon, mais donc ça veut dire qu'on doit faire le film à la France. Ok, on y va à la France à faire le film. Je crois que l'histoire, c'est qui commande, non? Qui décide. Mais dans tout ce choix, si, c'est vrai qu'il y a, je crois, un besoin de changer, de fuir de la ville, de la cité, d'aller à la plage, à la nature, d'aller dehors de l'Espagne. Bon, c'était clair que si je le pense maintenant, grâce à toi, et si je pense à ça, je dis oui, c'était clair que je voulais changer, que je voulais faire quelque chose de très, 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 très différent. Et il est différent en tout. En fait, c'est notre film plus bizarre, je crois, si tu prends tous les autres. Et pour les Français, pour le genre, pour l'histoire d'amour, c'est une histoire d'amour très complexe aussi. Et il y a je crois qu'il y a des images plus beaux, plus belles, non, qu'on a fait dans notre filmographie. Et donc, ça c'est la question. Et tu parles d'image, et justement, j'avais une question là-dessus. Elle est très étrange, cette image. C'est une femme hantée par une disparition, par un deuil. Et en fait, tu as choisi de filmer quasiment tout le film, notamment Marta Nieto, avec des objectifs, ce qu'on appelle des courtes focales, avec donc un grand angle en permanence. Des grands angles. Moi, par moments, quand je le vois, même là, je suis trop près, du coup, j'ai presque un peu le... Ici, c'est un enfer de le voir. Ça donne quasiment toujours un peu le vertige. Et puis, là, on voit même dans ce plan, là, avec la caméra qui flotte, c'est quelque chose qu'on utilise en grammaire de cinéma pour simuler, pour dire une présence, comme s'il y avait une présence qui flottait comme ça dans la pièce. Et on a l'impression qu'on titube, comme au borracho. Si. Bon, dans cette... je crois qu'on peut dire qu'on était en train d'expérimenter avec le grand angle. On l'a fait à Que Dios nos perdone, on a continué al Reino. Avec Madre, on a fait un pas en plus. Mais je crois qu'il a le sens parce qu'on était en train de raconter une histoire. Bon, l'histoire peut-être il est jolie, mais les choses qu'il a passées, c'est la pire chose qu'il peut t'arriver. C'est horrible, c'est le plus dramatique, le plus tragique possible. Donc, on avait des paysages, pour moi, avec une beauté incroyable. Cette région-là de Hollande, non, le Land,
Des Pays Basques, ouais, le Pays les Basque, Landes. mais aussi les Landes. Et aussi, on avait une actrice aussi très très jolie. Et donc, pour moi, filmer ça d'une façon très esthétique, je crois qu'il ne marchait pas très bien avec l'histoire qu'on était en train de raconter. Donc, avec les grands angles, je crois que les paysages aussi ils sont beaux, je crois qu'elle aussi elle est belle, mais il y a quelque chose de bizarre, quelque chose d'incommode, de déformité dans l'ambiance que je crois que tu es en train de raconter. En fait, lui aussi, il est très beau, c'est un ange, non? Et le filmer avec ce type d'optiques, il y a quelque chose de, ok, cette histoire d'amour, il est très joli, mais il y a quelque chose de bizarre dans l'ambiance. Et visuellement, bah, on n'en a pas parlé encore, mais je sais que tu aimes beaucoup travailler aussi en plan séquence. Pas forcément que dans ce film-là, avec des longs plans, avec les comédiens, les laissés. Et en même temps, t'hésites pas des fois à couper dans tes plans violemment. Oui, parfois, tu fais... En Madre, oui. En Madre, toujours... Si, en Madre, quand en train de récupérer ton question d'avant, de comme je pense et comme je choisis le style visuel, hein, et en Madre, on avait un handicap, que c'était les courts-métrages. Les courts-métrages, on voulait le mettre dans le même film. Donc, le style visuel des courts-métrages, il devrait avoir quelques relations avec le film. Non? Et les courts-métrages, c'était un plan séquence de 16 minutes avec un grand angle. Donc, j'ai eu l'idée de dire, OK, dans les courts-métrages, il y a les plans séquences avec le Steadicam. Et il y a une relation de elle, la femme, la mère, avec son fils, très direct parce qu'elle est en train de parler au téléphone avec lui. Donc, chaque fois que le mec, Jean, le personnage de Jean, il était dans la scène, je voulais que le spectateur se souvienne de cette scène d'il y a 10 années. Donc, j'ai dit, OK, on va faire la même chose, le même steadicam et le même grand angle. Mais si lui, il ne sort pas, on fait des plans fixes. En fait, c'est aujourd'hui, Madre? C'est à 16h30. Tous les débuts des films, c'est après le court-métrage, c'est des plans fixes, sans le steadicam, en train de faire comme ça, des panoramiques très... comme, bon, tout le contraire à un steadicam en train de flotter, comment il a flotter. Mais je voulais couper avec des plans de lui, de sa bouche, de ses yeux, de sa main, non? En train de raconter une histoire d'amour entre tous les deux, avec cette plan très très vite, très cortantes, non? C'était la façon que je pensais. Est-ce que justement, quel souvenir tu gardes de ce tournage pour toi? Est-ce que c'était tout nouveau? Est-ce que c'était plus facile? Est-ce que c'était finalement... Non, moi je le dis tout le temps, c'était le tournage plus agréable que j'ai vécu jamais. On était à la plage avec une équipe géniale des amis, c'était très 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 agréable. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes dans le tournage, donc c'était pour moi dans les souvenirs, c'était un tournage très très joli, oui. Et diriger en français, ou pour toi, c'était, enfin, diriger des acteurs français, c'était ce que tu as répété avec Asbestas, mais on en parlera. J'ai répété avec Asbestas, mais je crois qu'Asbestas, j'ai parlé beaucoup mieux le français et on avait avec Madre, on avait une traductrice. Et non, mais je crois que je me défendu, je crois. Je crois que je me défends. Je m'en suis sortie. C'était assez beau. On s'y bien tiré. Mais c'est vrai que chaque fois que je parle pardon, beaucoup français dans un tournage, je finis très très fatigué. Normalement, si je finis fatigué un jour normal de tournage, si je dois parler français, la tête... Et juste après Madre, t'attaques quelque chose qui va quand même t'occuper, je pense, à pas mal de temps, qui est une série, c'est tout nouveau pour toi. Cette série s'appelle Antidisturbios, qui veut dire en fait CRS, si je me trompe.
Ouais, Oui, c'est le CRS. le mot pour CRS. Équivalent. Et c'était toi la série est venue à toi, l'idée, ou c'était toi qui voulais faire un... Si, c'est à la l'Espagne, il a commencé à avoir un nouvel type de série, et c'était une chaîne, Une chaîne télé. une chaîne télé, Movistar, qui a commencé à faire des séries très très intéressantes avec des réalisateurs du cinéma. Et moi, je voulais rentrer là, je voulais faire une série. Et on a eu les contacts avec eux. Ils nous ont dit oui, oui, on veut faire des séries avec toi. Et on croit que tu es un réalisateur intéressant, blablabla. Et moi, je lui offri deux idées que lui, ils sont tombés, et il n'aime pas. Et ils m'ont offert à moi des idées que moi j'ai tombé, je voulais pas. Et à la fin, on a trouvé le sujet des antidisturbios de CRS. CRS. Ça veut dire compagnon républicain de sécurité. Et là, on a commencé à écrire. Et oui, c'était une aventure aussi, un autre défi, parce que c'était les choses plus grandes qu'on a fait. C'est 5 heures. C'est comme un film de 5 heures pour nous. Et l'écriture, c'était très dur et très, très long. Et le tournage, c'était très dur et très long. Mais ça a été génial. Pour moi, c'était une expérience géniale. Et on a eu beaucoup de succès. C'était notre meilleur succès parce que c'est la télé. Et il a vu beaucoup de monde. Mais ça change quelque chose finalement c'est juste un tournage très long, ça change en termes de moyens de production. On a fait beaucoup de cette question. Pour moi, il n'a changé rien. Pour moi, c'est un tournage très long. J'écris avec une autre personne, c'était Isabelle, moi et un autre, parce que c'était nécessaire. Moi, j'ai réalisé avec un autre réalisateur. Moi, j'ai fait les chapitres 1, 2, 5 et 6, mais j'avais besoin d'un autre. Donc, avec ça, mais chaque jour de tournage, c'est le même jour de tournage qu'un film. Pour moi, il n'y a pas de différence. En fait, on est tout le temps en train de filmer et en train de penser à l'écran. En fait, on est allé au Festival de Saint-Sébastien pour mettre la série et tout le temps, tu penses tout le temps en cinéma. On va regarder un petit extrait d'Antidisturbios. C'est un extrait qui est dans l'épisode 2. Chapitre 2, oui. J'en profite pour dire que cette série qui est formidable, elle est diffusée demain et jeudi, donc en 2 parties. Donc je vous invite vraiment à venir la découvrir parce que c'est une occasion rare. Sur grand écran, c'est plus que rare. Et sinon, je peux vous le dire, on peut aussi le trouver sur MyCanal. Allez, si jamais vous ne pouvez pas tout voir ici au festival. En réfléchissant aussi, je me disais, je crois que j'ai jamais vu. C'est mieux de la voir sur le grand écran. C'est mieux d'avoir un grand écran, oui. Et aussi Vicky Luengo, celle qui fait donc l'inspectrice de la police des polices, elle sera là au festival dès jeudi. Et elle présentera d'ailleurs la deuxième partie de Antidisturbios. Je me disais aussi, je crois que j'ai jamais vu, je crois pas, de film, dont j'en ai vu beaucoup, finalement consacré aux Antidisturbios. C'est la partie ingrate de la police. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de films qui se sont intéressés à ces gens-là. Et toi, tu leur donnes vie dans cette série. Sí. La verdad que nosotros queríamos hablar de los antidisturbios, del cuerpo de antidisturbios desde hace mucho tiempo. ¿Por qué a partir del movimiento 15M, que es 2011, nosotros vivimos muy de cerca pues, las actuaciones policiales brutales en muchísimos casos, que nos hacían las mismas preguntas de las que hemos hablado antes, las preguntas de cómo un persona, ¿no? Por qué una persona puede, o qué siente, mejor dicho, una persona que su trabajo es ese, luego puede ser un buen marido, puede ser un buen padre. Entonces, eso estaba en las cabezas de Isabel y mía. Tanto que Dios nos perdone, el personaje de Alfaro, el otro, el actor Alamo, de Roberto Alamo, era un antidisturbios en las primeras versiones de guión. Luego tuvimos que cambiarlo porque no tenía mucho sentido. Y entonces la figura del antidisturbio, su naturaleza estaba en nuestras cabezas desde
desde muy pronto, y entonces cuando se nos ocurrió la serie, pues tenía todo el sentido del mundo. Es, como tú dices, la parte más ingrata de la policía, no se han hecho muchas ficciones sobre ellos, y en España, lamentablemente, estaban muy de moda con el 15M y luego con el movimiento independentista catalán, el 1 de octubre, también fueron muy protagonistas. Et je crois que, pour finir, je le dis en français. Je me rendu compte maintenant qu'on a fait ça, on a fait premièrement un film sur le personnage plus détestable de l'Espagne, un politique corrupte, mais après, avec le deuxième personnage plus détestable de l'Espagne, que c'est un antidisturbios. On avait envie de parler des antidisturbios, des CRS espagnols depuis très longtemps. C'est-à-dire à partir du mouvement qu'il y a eu en Espagne qu'on appelle du 15M en 2011. Donc en Espagne, on a vécu des moments durs avec des actes de police qui étaient violents et qui étaient durs. Et justement, comme on a déjà parlé auparavant, on se posait toujours cette question de qu'est-ce qu'une personne qui fait ça, qui vit ça, qu'est-ce qu'elle ressent. Donc tout ça était dans nos têtes à nous, de Isabelle et de moi-même. Et par ailleurs, déjà dans le film Que Dios nos perdone, il y avait le personnage de Alfaro qui, dans les premiers écrits, les premiers scénarios, en fait, était un antidisturbios. Après, ça a été changé, mais cela prouve qu'on pensait à cela depuis très longtemps. Donc toute la nature, le caractère de ces personnages antidisturbios était dans nos têtes. Et c'est vrai que c'est pas courant parce que, comme disait Arnaud, c'est donc la partie la plus ingrate de la police. Mais bon, en Espagne, il y a eu des moments où ils étaient très, on va dire, en vogue. On les voyait beaucoup avec le mouvement du 15M et aussi après, plus tard, avec le mouvement indépendantiste en Catalogne. C'est un film, on part de la base. La base, ce sont les antidisturbios, mais c'est aussi un film de corruption c'est un film très vertical où finalement plus on avance dans le film et plus, je ne veux pas tout dévoiler, mais on voit qu'au-dessus, il y a los malos también. Si, pour nous, bon, ça c'est le normal quand tu travailles un scénario, non, beaucoup de temps. Tu commences en train de vouloir parler d'une chose. Je veux parler d'antidisturbios, de cette flic dans sa maison avec ses couples, tout ça, avec un cas d'une expulsion qu'il n'est pas bien, qu'il y a une mort. Mais après, on a vu que pour 6 chapitres, ce n'était pas suffisant ça et qu'on avait besoin d'une trame, une trame de corruption qu'il est en train de monter parce que sinon, le personnage d'elle aussi, elle ne pouvait pas inquiéter des choses un petit peu plus intéressantes. Si on ne fait pas ça. C'est amusant que tu parlais de Alfaro, le personnage donc dans Que Dios, parce que là, c'est donc le flic très violent de Que Dios nos perdone, qu'on aperçoit là, donc, quelques années plus tard, le même acteur, Roberto Alamo, on le voit au début, et il joue dans le film quelqu'un de beaucoup plus faible. Et je remarquais, en fait, on disait tes collaborateurs, ce sont toujours les mêmes. Avec les comédiens, ça change. Avec tes comédiens, il y a des gens qu'on retrouve. Roberto Alamo, je pense à, comment il s'appelle, Luis Zaera, qu'on voit dans plusieurs films. Je pense à Antonio de la Torre. D'autres qui passent qu'une fois, ou d'autres acteurs. J'ai une double question. Une, on voit que tu aimes bien utiliser certains comédiens, mais toujours leur proposer un truc très différent. Luis Zaera, qui fait donc le paysan très, très dur de Asbestas, joue un avocat un peu ridicule dans El Reino, et Roberto Alamo, comme je viens de le dire, ça, tu aimes bien faire ça, et aussi, après, enfin, déjà là-dessus. Oui, moi, comme on avait dit avant, j'adore travailler avec la même équipe tout le temps, avec les mêmes êtres humains. Mais si j'ai fait cette chose avec l'équipe et j'ai fait la même chose avec les comédiens, on ferait tout le temps les mêmes films. Donc avec les comédiens, je dois changer un peu, évidemment. Mais
Mais oui, si j'ai le choix de même comédien que des autres films, au moins on va changer le caractère, on va changer le type de personne qu'il va faire. Oui, oui, ça c'est pour nous obligatoire. Et je suis très, très, très content de voir avec le temps Antonio de la Torre en train de faire El Reino, que nos perdone, qu'ils sont de rôles totalement différents. Roberto Alamo, comme tu as dit, que c'est le mec chauve d'ici, que c'est le même mec chauve de... que nos perdone, qu'ils sont deux policiers, mais totalement différents aussi. Et avec Luis Taera, on l'a fait. Et bon, on l'a fait avec Monica Lopez aussi, c'est la chef d'Antidisturbios, la chef blonde. Elle est aussi, a que Dios nos perdone. Et elle est aussi la femme d'Antonio de la Torre en El Reino. Et il y a plus que maintenant, je ne me souviens pas. Mais oui, ça c'est une chose que je crois que c'est la norme qu'on a parlé avant, d'offrir au spectateur quelque chose de différent. Mais comment tu travailles, toi, le casting, justement? Enfin, comment ça se passe souvent comment toi, tu écris des fois pour certains comédiens? Comment tu attribues les... Tu as quand même travaillé avec beaucoup avec notamment Antidisturbios, mais la série, beaucoup d'acteurs très différents. Comment ça se passe, justement, Si, bon, normalement, Isabelle et moi, on adore écrire avec des faces, des visages d'acteurs connus, d'actrices connues dans la tête, en train de savoir que peut-être ça ne sera pas possible. Mais Antidisturbios, c'était un cas curieux parce que les mêmes visages qu'on avait pendant l'écriture, ils étaient finalement les mêmes, donc c'était incroyable. Mais si tu ne réussis pas ce visage que tu as, que ça c'est la chose plus normale, bon, tu fais un casting et tu travailles avec la directrice de casting, c'est Arantxa Vélez, avec qui je travaille tout le temps, ou presque tout le temps. Et moi, j'ai beaucoup de confiance à elle. Aussi, c'est comme les musiciens. Elle doit savoir le projet, elle doit comprendre le projet, elle doit le dire ce que je veux. Et dans ce moment-là, elle travaille, elle me propose des acteurs, d'actrices, on fait des castings. Moi, j'adore faire des castings parce que là, je peux comprendre un peu, m'approcher à la manière d'être de cet comédien, de cet acteur, actrice, parce que pour moi, les choses plus importantes, c'est comprendre. Il y a eu aussi, j'ai travaillé avec eux, des acteurs, actrices géniales, mais qui ne savent pas comprendre, et finalement, l'expérience, c'est pas positif. Mais c'est normal, c'est pas sa faute, c'est pas ma faute. Mais une chose pour moi très importante, c'est que si j'ai dit blanc, elle comprend blanc. Si j'ai dit noir, lui, il comprend noir. Mais quelquefois, ça n'arrive pas. Mais j'imagine des fois, tu as un acteur en tête, mais tu vas pas forcément attribuer le rôle. Ça t'arrive jamais de changer l'attribution d'un rôle, tu vois? Tu vois, dans The Godfather, James Caan a fait ça peut arriver, oui. Si, ça peut arriver. Parce que je commence à écrire en 2015 et en 2020, je n'aime pas l'acteur déjà que j'avais aimé. Oui, c'est ça. Et ça nous permet peut-être d'arriver aussi parce qu'il est déjà 12h15, à ton film Asbestas, parce que là aussi, tu as choisi un couple qui n'était pas forcément attendu, un film qui se tourne en Galice, dont on va voir un extrait, et les acteurs sont des acteurs qui ne parlent pas espagnol, et que tu vas chercher en France. Donc je sais que tu disais hier que c'était issu d'un fait divers, cette histoire, mais qui concernait un couple hollandais et pas français, et je crois, dans la vraie histoire. Et donc qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher Denis Ménochet et Marina Foïs pour Asbestas? C'est ça, on avait besoin de deux acteurs, de comédiens français, parce qu'on a voulu changer la nationalité réelle de hollandais. Et on a changé à français. Et on a travaillé avec une directrice de casting, Julie Navarro, que moi j'ai travaillé avec elle à Madrid aussi, donc on se connaît. Et on a commencé à parler de toutes les possibilités. Et avec Marina Foïs, on est arrivé très tôt, vraiment, parce que c'est la première option qu'elle m'a donnée. Je ne la connaissais pas,
mais j'ai vu Police et j'ai commencé à voir des films à elle et j'ai fait un entretien avec elle et on s'est comprendre. J'ai dit c'est blanc, elle comprenait blanc. Et elle, physiquement, elle a son énergie. Je crois que c'était c'est génial pour Olga, pour le personnage de Olga, parce qu'elle est très très petite, mais elle a une force incroyable dans les regards, dans les visages. Et aussi, elle fait beaucoup de comédies, non, ici. Et moi, j'adore bien quand une actrice ou comme un acteur, il change totalement des choses que le spectateur il est habitué. Et avec Denis Ménochet, c'était très curieux parce que je ne voulais pas que lui fasse le film, parce qu'il est très jeune. Non, j'adore lui, évidemment, j'ai vu jusqu'à la gare, il est incroyable, on aimait cet acteur. Mais il a 45 années ou 46, il est très très jeune. Et notre personnage, au début, il avait 60 années, après on a descendu à 55, après on a descendu à 50. Donc pour moi, il n'était pas dans les radars, non, d'acteurs. Et on a cherché on a frappé la porte de tous les acteurs de 50 années français que vous pouvez imaginer, les typiques que vous pouvez imaginer, qu'ils sont très connus. Et quelqu'un, il ne pouvait pas, quelqu'un, après les connaître, je ne voulais pas. Et quelqu'un, il a eu une maladie. Bon, il a eu beaucoup de problèmes. Et finalement, Isabelle Peña me disait tout le temps, mais je crois que Denis Ménochet, il est génial. Et je dis, oui, il est génial, mais il est très jeune. On ne peut pas. Mais finalement, je dis, ok, c'est une chose absurde que tu as dans la tête, parce que je crois que personne ne le dérange, lui. Mais tu as ce type de choses. Je ne sais pas ce que vous disiez, mais... mais finalement, je suis évidemment très très content avec lui parce qu'il fait un personnage incroyable. Et pour créer de la difficulté, tu voulais un acteur qui ne parlait pas espagnol, parce qu'il ne parlait pas du tout espagnol non plus. Si, moi je suis très kamikaze avec ce type de choses. Non, parce que je parto de la base. ¿Cómo es parto de la base? Part du principe. Je pars du principe de qu'un acteur, s'il veut faire un film et il doit apprendre l'espagnol, il apprendra l'espagnol. Pour moi, c'est une chose comme ça. Non, vraiment. Donc, on l'a dit ça. En fait, c'est un film où les acteurs aussi ils parlent français entre eux. Ce n'est pas un film totalement espagnol. Non? Il doit parler comme un Français qu'il a appris l'espagnol dans quelques années. Donc, je crois que ça aide. Et c'est vrai que tous les deux, ils ont appris l'espagnol très bien. Et je suis enchanté. Mais c'est vrai que jamais j'avais douté de que ça serait possible. On va regarder l'extrait. Si. Si. Il a vu tout le monde, non, je crois. Bon, oui, mais on va se faire plaisir. Avec Louis et Denis. On aurait pu monter tout, mais j'ai coupé. Pardon. Je suis pas le monteur du film. Et toi, tu avais un rapport avec aussi tu connaissais j'imagine la Galice, mais pourquoi tu as choisi spécialement? C'était à cause du fait divers ou tu voulais? Si, uniquement. Si, on a lu un fait divers que ça passe à Galicia. Je crois que les faits divers, comme on a dit avant, c'était très important pour nous, mais aussi je crois que ça compte qu'il était à Galicia parce que c'est une terre que Isabelle et moi, on a une relation avec elle. Moi, j'ai passé beaucoup d'été là-bas. Et son compagnon, il est gallego, il est de la Galice. Donc, c'est une terre qui nous intéresse. Je ne sais pas si c'est le même fait divers. Ça passe à la Catalogne. Je ne sais pas si on avait fait le film. Je crois. On avait fait le film. Je crois oui. Mais c'est vrai que la Galice, c'était un plus. Un plus. Et tu disais, tu es cinéaste kamikaze. Il y a quelque chose que tu n'avais peut-être encore jamais fait, que tu fais dans ce film, c'est faire presque 2 films en un film. C'est que, pour ceux qui l'ont vu, évidemment, il y a 2 parties. Il y a une partie chien de paille, sous influence un peu de Peckinpah, et une autre partie où, en fait, quand la première partie s'achève, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis tu inventes un nouveau film. Donc c'était, j'imagine, un des gros défis de Asbestos. Bon, il y a quelque chose qui se ressemble à Stockholm de 2 films et aussi une chose qui se ressemble à Madre de 2 films pour un suceso
un fait divers tragique. Mais c'est vrai qu'ici, à Asbestas, c'est de tous les trois, le cas plus redondo, plus... Si, mais pas pour réussir, sinon plus entier, je ne sais pas comment dire. Mais oui, c'est une chose qu'on avait dans la tête quand on a écrit le film, parce qu'on l'a écrit il y a beaucoup de temps. Mais depuis ce moment-là, on voulait le faire comme ça. Et... Si. Et juste, on va bientôt finir, mais je crois que tu disais hier, c'était pas celui-là finalement le film le plus difficile ou le tournage le plus difficile que tu as eu? J'ai dit si c'est le plus difficile. Si. J'ai dit hier que dans tous les films, j'ai trouvé des choses très très difficiles. Dans Le Dios perdone, c'était une chose, Al Reino, c'était une chose. Ici, j'ai pas eu la sensation de la difficulté pendant que je le faisais, dans le tournage. Dans le scénario non plus. C'est vrai que dans le montage, on a souffert beaucoup, parce que c'était un film très très long, beaucoup plus long de ce que vous avez vu. Et on devait couper. C'était curieux cette chose, parce que toutes les scènes qu'on a, normalement dans le découpage, normalement tu lèves des scènes qui sont pas bien. Tu changes, non? Mais ici, j'avais la sensation que toutes les scènes ils étaient très bien. Le niveau de comédien c'était bien, le niveau cinématographique c'était bien. Donc tu avais la sensation de tout le matériel il est très bon, mais le film il est pas bon. Ça, c'est les sensations qu'on avait avec le film, avec les versions de découpage. Et ça, c'est très frustrant. Parce que tu te dis, mais comment c'est possible? Parce que s'il y a une scène qui est mal, ok. S'il y a un comédien qui est mal, ok. Mais ici, tout il est bien, tout il était bien. Mais le film, il ne marchait pas. C'est incroyable. Et en train de faire des preuves avec le découpage, de mettre cette scène ici, lever ce type de scène, on a trouvé les choses que vous avez vues et que je crois qu'il marche bien. Mais c'était le plus dur, le plus difficile seulement pour la nature, seulement pour être à la montagne, que c'est vrai que c'est très fatigant, c'est dur pour l'équipe. Mais je n'ai pas trouvé la sensation j'étais pas avec une sensation ça c'est très 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 difficile pour moi. Et puisqu'on arrive à la fin, est-ce que puisque tu nous surprends toujours avec ton film d'après, est-ce que tu peux nous révéler déjà ce que... Est-ce que tu peux nous révéler ce que tu vas faire demain ou bientôt? Si, on va faire un film totalement différent. Alors dans les 20 prochaines années. Et sera très éloigné des thrillers, des polars, mais je ne veux pas raconter, rien parce qu'on est en train de commencer à écrire et on ne sait pas encore. Mais ça sera très très différent, oui. Alors on se retrouve ici dans 20 ans pour la prochaine masterclass. Ok. Merci Rodrigo, merci beaucoup.